Alors, je vais commencer par ma propre petite présentation sur comment j'en suis venue à travailler sur la question de la pauvreté au Japon. J'ai découvert l'existence de pauvreté au Japon en 1999, juste quelques mois après mon arrivée à Kyoto, où j'étais venue donc faire des études de japonais dans une université à Kyoto. Et quelques mois après mon arrivée, un ami japonais m'a amené dans le quartier de Kamagasaki à Osaka, qui est donc le plus grand yoseba du Japon. Et ça a été un choc très important. Parce que, alors j'étais encore à ce moment-là dans la fascination du Japon. C'était pour moi un pays qui avait réussi l'exploit de vaincre la pauvreté, d'offrir à tous un bon niveau de vie. Cette idée s'était ancrée à travers mes études, mes cours, les livres que j'avais pu lire sur le Japon, mais aussi ça se vérifiait dans l'expérience que j'en faisais sur place à Kyoto, où il semblait n'y avoir aucun laissé-pour-compte, pas de quartier particulièrement précaire, pas de sans-domicile. Donc j'étais à ce sujet particulièrement sensible à la question de la pauvreté, puisque j'avais côtoyé des sans-domicile en France, participé à plusieurs missions humanitaires au Brésil ou au Burkina Faso. Et j'avais même envisagé, avant de commencer mes études de japonais, à me former dans l'humanitaire pour travailler auprès de populations démunies. Avec le recul, je pense que mon attrait pour le Japon s'est nourri du fait que c'était, à mon avis, à ce moment-là, le seul pays riche au monde à avoir éradiqué toute forme de pauvreté. Et c'est donc la raison pour laquelle j'ai été particulièrement choquée quand j'ai découvert Kamagasaki et toute la misère qui était concentrée dans ces quelques rues, au beau milieu de la deuxième ville du Japon. Et c'est donc cette découverte qui a été le point de départ de mes recherches, parce que ce qui était pour moi véritablement choquant, c'était plus que l'existence de pauvreté au Japon, c'était son invisibilité, la façon dont elle était cachée, dont on n'en parlait pas. Et c'est donc sur cette mise en invisibilité, sur la façon dont on l'a rendue invisible, que je vais d'abord revenir pour commencer mon propos. On sait qu'au Japon, la question sociale prioritaire juste après la guerre, c'était justement la pauvreté. Parce que juste après-guerre, la société japonaise était confrontée à une pauvreté massive et en grande partie une pauvreté extrême. Il manquait de la nourriture, les personnes étaient logées dans des baraquements, le taux de chômage était extrêmement élevé. Bref, les conditions de vie s'étaient détériorées pour toute la population, au point qu'on ne distinguait plus ce qu'on appelait avant-guerre les démunis des autres. Il a donc été nécessaire de repenser le système de protection contre la pauvreté. Il y avait à cette période la loi de secours qui datait de 1929, qui était très restrictive et qui n'était pas du tout adaptée pour porter secours aux sinistrés de guerre et globalement à toutes les personnes qui se retrouvaient sans emploi. Et donc c'est pour y remédier que la loi de protection vitale est entrée en vigueur en octobre 1946. Cette loi de protection vitale, elle permettait donc une assistance à plus grande échelle
et elle reconnaissait pour la première fois la responsabilité de l'État à fournir l'assistance à ceux qui en avaient besoin. On l'appelle aujourd'hui l'ancienne loi de protection vitale puisqu'elle a été révisée pour abolir les aspects discriminatoires et notamment l'article 29 qui excluait les personnes fainéantes ou celles qui n'avaient pas la volonté de travailler ainsi que les personnes qui se comportent mal. Donc cet article, il reflétait la persistance d'une vision morale de la pauvreté. Les pauvres devaient donc prouver leur volonté de travailler, ils devaient se comporter correctement. Donc, en somme, ils devaient faire figure de bons citoyens. Ce principe, cela a découlé sur un principe de mérite à l'assistance. C'est-à-dire qu'il y a eu une distinction qui s'est faite entre les pauvres méritants et les pauvres non méritants. Une distinction qui va donc dominer les perceptions de l'assistance, et ce, même après le retrait de cet article et la révision de la loi de protection vitale. Cet article fait que l'ancienne loi de protection vitale était également devenue anticonstitutionnelle depuis donc la mise en vigueur de la nouvelle constitution japonaise en mai 1947, et notamment vis-à-vis de l'article 25 sur le droit de vivre, qui stipule que toute personne a droit au maintien d'un niveau de vie minimum matériel et culturel. La protection vitale est donc révisée en mai 1950, justement pour concrétiser ce droit de vivre, et elle repose désormais sur ces trois grands principes: l'égalité et la non-discrimination devant l'assistance, la responsabilité de l'État à fournir l'assistance et la garantie d'un niveau de vie minimum. Cette loi donc opère une véritable coupure avec toutes les anciennes législations sur l'assistance. L'État va également se donner les moyens de mesurer au niveau national cette pauvreté. Estimation du taux de pauvreté apparaissent en 1953, où le ministère de la Santé et de la Protection sociale utilisait donc à cette époque le taux de foyers consommant peu, c'est-à-dire les foyers dont les dépenses étaient inférieures au montant moyen de celles des foyers allocataires de la protection vitale. Ce qui veut dire que finalement le seuil de pauvreté équivalait au niveau de vie minimum qui était garanti par la protection vitale. Mais ce taux de pauvreté va cesser d'être publié en 1965. Et ce revirement est lié à l'image qui se développe au Japon durant la haute croissance, qui est donc l'image d'une société prospère, homogène et égalitaire. Dès le milieu des années 50, le Japon entame sa croissance économique qui va le hisser au rang de deuxième puissance mondiale. Le produit national brut est multiplié par 4 en 10 ans et le niveau de vie des Japonais augmente à peu près au même rythme. La réduction donc, des écarts entre les populations défavorisées et les populations privilégiées va favoriser l'émergence du sentiment d'appartenance à la classe moyenne. Un sentiment qui est partagé par plus de 90% de la population à partir de 1970. Donc c'est à partir de ce moment que se répand la fameuse expression des 100 millions de la classe moyenne, à une période où il y avait justement 100 millions d'habitants au Japon. Donc le mythe d'une société sans classe va petit à petit s'ancrer dans la conscience collective. Et ce renouveau de la société japonaise se traduit aussi par l'homogénéisation des styles de vie. Donc la famille nucléaire se répand et elle s'accompagne de la répartition sexuelle des rôles avec la généralisation de la femme au foyer. La famille nucléaire va devenir le modèle familial et il instaure de nombreuses normes,
D'abord celle du mariage, puisque désormais il va être très difficile de concevoir un foyer en dehors du mariage. Autre norme, celle du rôle du père, qui donc entretient à lui seul sa famille grâce à son travail. Également la norme concernant le rôle de la mère, qui est donc exclue du monde professionnel et qui devient responsable du foyer et de l'éducation des enfants. Dans les documents officiels, le terme de famille standard apparaît à partir de 1965. Et ce terme se rapporte justement à une cellule familiale qui est composée d'un homme qui travaille à temps plein en CDI, donc travail régulier, marié à une femme au foyer qui s'occupe de leurs enfants. C'est donc à partir de ce mythe d'une société sans classe, à partir également du développement de cette famille standard, que s'est construit un modèle social dans lequel une majorité de Japonais se reconnaissaient ou vivaient dans l'attente d'accéder un jour. Et petit à petit, la pauvreté a été perçue comme un phénomène du passé. C'est donc dans ce contexte que les statistiques sur la pauvreté ont cessé d'être publiées. Et c'est ce qui a conforté l'idée qu'elle avait effectivement disparu. Au niveau politique et médiatique, justement, l'élargissement de la classe moyenne va entraîner un déplacement des questions sociales. Et la pauvreté va laisser place à des questions qui affectent le plus grand nombre, que ce soit en termes d'expansion de l'assurance maladie, du système de retraite, et ensuite par des questions de dénatalité ou d'accélération du vieillissement de la population qui vont occuper l'essentiel de l'agenda politique et médiatique. Donc la pauvreté va devenir une question de plus en plus marginale, va être évacuée de l'espace et de la conscience publique. Et c'est donc de cette manière que, parallèlement à la construction du mythe égalitaire, va se mettre en place un processus d'invisibilisation de la pauvreté. C'est-à-dire que, bien que la pauvreté existe, elle n'est pas rendue visible et donc on pense qu'elle n'existe pas. La crise des années 90 va mettre un terme brutalement à cette croissance économique. Elle va faire voler en éclats l'insouciance de la population qui était bercée par des années de prospérité, de stabilité. Et c'est donc la découverte du chômage et l'apparition des sans-domicile qui vont être les conséquences sociales les plus marquantes de cette période. Et donc malgré l'émergence de cette nouvelle précarité, malgré la soudaine visibilité des sans-domicile, la pauvreté restait incomprise et quasiment taboue, puisque le terme pauvreté n'était plus utilisé qu'au sujet des pays étrangers. J'avais à ce sujet réalisé une étude sur les articles qui étaient parus dans le quotidien Asahi Shimbun entre 1990 et 2002, étude qui montrait que le terme pauvreté n'était jamais employé pour parler du Japon. Donc les articles dont le titre contenait le terme pauvreté n'apparaissaient que dans la rubrique internationale. Ainsi, donc les médias, en associant la pauvreté qu'aux pays étrangers, participaient directement à son invisibilité au niveau national. À ce sujet, un sociologue japonais, Aoki Osamu, a mené une enquête entre 2004 et 2006 auprès de la population japonaise qui montre justement que les situations qui sont le plus souvent associées au terme pauvreté sont les deux situations suivantes: la vie dans les pays en voie de développement et la vie au Japon avant-guerre et juste après la guerre. Donc, le terme pauvreté ne faisait plus référence aux réalités contemporaines du Japon. Il était uniquement associé à des images lointaines, qu'elles soient historiques ou étrangères.
Toujours est-il que donc les premiers signes visibles de la pauvreté apparaissent au début des années 90, et ce donc à travers la figure du homeless. Homeless donc qui est d'emblée l'objet de discrimination. Plusieurs enquêtes d'opinion montrent qu'ils sont perçus comme sales, feignants, alcooliques et en tout cas qu'ils font peur. Donc, ce qui témoigne de la difficulté à penser les causes socio-économiques de ce phénomène. D'autant que les autorités réagissaient à ce phénomène uniquement à travers des expulsions de ces sans-domicile des lieux publics. C'est pourquoi la loi d'aide à l'indépendance des homeless, qui a été promulguée en août 2002, va marquer une rupture avec ces attitudes répressives ou des attitudes de déni qui prévalaient depuis déjà une dizaine d'années. Cette loi, elle prévoit la création des premiers centres d'hébergement qui étaient jusque-là inexistants. Elle affirme par ailleurs leurs droits et la nécessité d'en changer la perception dans la population. Mais la définition même du terme homeless est très éloignée de notre définition des sans-domicile fixe. C'est-à-dire qu'elle exclut tous ceux qui, bien qu'ils n'ont pas de logement, ne dorment pas dehors. Et par ailleurs, la définition les décrit comme des personnes vivant quotidiennement et illégalement dans des espaces publics. Donc les sans-domicile sont officiellement perçus d'un côté comme des hommes à part entière dotés de droits et de l'autre comme des parasites, surtout que l'article 11 va jusqu'à autoriser leur expulsion. Et donc cette ambivalence va se traduire par un mélange paradoxal de politique sociale et d'expulsion. Par ailleurs, la protection vitale leur est le plus souvent refusée, bien que ces refus soient illégaux. Mais les sans-domicile ne sont pas les seules populations à être exclues de l'assistance. Depuis la révision donc, de la protection vitale en 1950, le taux d'assistance, donc la proportion d'allocataires par rapport à la population totale, n'a cessé de chuter, et ce même pendant la crise des années 90. Au plus fort de cette crise, en 1995, le taux d'assistance atteint son niveau le plus bas de son histoire, à savoir 0,7%. Donc la question de la pauvreté semble réellement disparaître alors qu'elle devrait au contraire ressurgir, comme ça a été le cas en France à la fin des 30 Glorieuses, avec le retour, la découverte de la nouvelle pauvreté. Les foyers de la protection vitale sont officiellement classés en 4 catégories. Il y a donc les personnes âgées, les personnes malades ou atteintes d'un handicap physique ou mental, les mères célibataires et les autres sont là, qui donc représentent tous les foyers qui globalement donc qui sont dans la capacité de travailler et qui ne sont pas des foyers de mères célibataires. Donc globalement des personnes plutôt, enfin pas âgées et capables de travailler. Ces deux premières catégories qui rassemblent donc les personnes qui sont incapables de travailler, que j'ai rassemblées donc dans la deuxième colonne, comme vous pouvez le voir ici, ont très fortement augmenté parmi les allocataires. Donc ces personnes incapables de travailler représentaient près de 85% des allocataires en 2000, et ce bien entendu au détriment des autres catégories, que ce soit celle des mères célibataires ou des autres. Ce qui explique en grande partie ces chiffres, ce sont les pratiques discriminatoires des fonctionnaires de la protection vitale, qui perpétuent le principe de mérite à l'assistance, avec cette idée que
une personne qui est physiquement capable de travailler est forcément responsable de sa situation et peut s'en sortir seule. J'ai effectué un terrain dans un bureau de protection vitale au milieu des années 2000 où j'ai observé donc les pratiques de ces fonctionnaires. Et j'ai pu constater qu'ils écartaient de leurs droits effectivement les personnes qui étaient capables, au contraire, de travailler, mais finalement également toutes celles qui leur paraissaient trop éloignées des normes, des valeurs dominantes. Donc cela finalement concernait toutes les personnes qui étaient trop éloignées du modèle social qui s'était forgé justement durant les années de haute croissance. Et ce modèle, en effet, laissait peu de place à l'alternative. Il concernait autant les parcours de vie, université, travail, mariage, enfants, que le rôle et la place de chacun dans la société. Donc, ce modèle était devenu une sorte de façon d'être japonais, parce que justement de ces schémas de vie à suivre, de ces rôles à assumer, se dégageait un ensemble de normes et de valeurs qui étaient considérées à cette époque comme inhérentes à l'identité japonaise qui s'est construite à cette période. Et parmi ces valeurs, il y a notamment celle de la responsabilité individuelle et en particulier la responsabilité de chacun à maintenir un certain niveau de vie. Et c'est la raison pour laquelle la pauvreté était perçue comme un défaut de l'individu, comme un manque de volonté, de persévérance. Donc ce modèle était devenu une sorte de façon d'être japonais, parce que justement de ces schémas de vie à suivre, de ces rôles à assumer, se dégageait un ensemble de normes et de valeurs qui étaient considérées à cette époque comme inhérentes à l'identité japonaise qui s'est construite à cette période. Et parmi ces valeurs, il y a notamment celle de la responsabilité individuelle et en particulier la responsabilité de chacun à maintenir un certain niveau de vie. Et c'est la raison pour laquelle la pauvreté était perçue comme un défaut de l'individu, comme un manque de volonté, de persévérance. Donc pendant plus de 5 décennies, la pauvreté a totalement été évacuée de la conscience collective et sa seule manifestation était lourdement stigmatisée. Les sans domicile, les homeless renvoyaient l'image d'individus qui ne voulaient pas travailler et qui auraient fait le choix de vivre dehors, c'est-à-dire à la rue, et en dehors de la société. Donc une image particulièrement déviante face au modèle social dominant. Arrive ensuite la crise financière mondiale de 2008-2009 qui va toucher le Japon de plein fouet. Le taux de chômage qui baissait depuis plusieurs années enregistre une hausse importante et il dépasse même le seuil symbolique des 5%. Mais cette crise va révéler un autre phénomène, c'est celle de la conséquence de la précarisation professionnelle. Le village des intérimaires du Nouvel An, qui est organisé fin 2008, va donner une visibilité à ce phénomène. Ce campement, qui a été installé dans un parc juste en face du ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale entre le 31 décembre 2008 et le 5 janvier 2009, rassemble plusieurs centaines d'intérimaires qui n'ont pas pu faire renouveler leur contrat et qui se retrouvent à la rue. Cet événement est donc très médiatisé et il fera d'ailleurs de son organisateur, Yuasa Makoto, une icône du mouvement anti-pauvreté. Si cela a eu un tel impact dans la population, c'est parce que cela reflétait un nouveau sentiment d'insécurité qui se répandait dans la population avec la crise de 2008. C'est donc la figure du travailleur pauvre qui se retrouve au centre du processus de redécouverte de la pauvreté. C'est-à-dire qu'on passe de la figure déviante du homeless
à celle du travailleur qui soit a perdu son emploi, soit se retrouve enlisé dans le travail précaire. Et c'est donc une transition tout à fait essentielle pour la reconnaissance de la pauvreté comme problème social. Alors en effet, ce changement de figure fait qu'il n'est plus question de personnes hors normes qui font peur, mais au contraire de personnes ordinaires qui sont victimes de la crise. Donc la redécouverte de la pauvreté, elle s'est faite par la question du travail, justement parce que cette question du travail rendait la pauvreté légitime. Elle devenait tout d'un coup compréhensible et acceptable. Le terme de pauvreté réapparaît dans la presse aux alentours de 2008. Des documentaires télévisés et de nombreux ouvrages vont paraître sur cette question, sur cette nouvelle pauvreté. D'ailleurs, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il en soit question à cette période dans les médias. C'est ce qu'on a appelé le boom de la pauvreté. Au niveau politique, cette prise de conscience face à l'existence de pauvreté, face à cette nouvelle précarité, va favoriser l'accès au pouvoir du Parti démocrate du Japon en septembre 2009. Et donc ce changement de gouvernement est un véritable séisme politique. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout que sa première action sera de reconnaître officiellement l'existence de pauvreté à travers l'annonce du taux de pauvreté national. Donc les premiers chiffres datent de 2006, mais les calculs sont réalisés à partir de 1985, justement pour saisir l'évolution de cette pauvreté. Donc, comme vous pouvez le voir ici donc, sur ce graphique, qui est un graphique qu'on trouve assez souvent, des graphiques similaires, où on reviendra là-dessus, mais on voit justement que le taux de pauvreté est toujours, ou en tout cas très souvent accompagné de celui de la pauvreté des enfants, mais on y reviendra. Ici, on voit le décalage entre le déni d'existence de pauvreté qu'il y a eu jusqu'en 2008 et la réalité qui fait que le Japon est un des pays de l'OCDE qui est le plus confronté à la pauvreté. Au niveau de la protection vitale, on voit également une évolution depuis la redécouverte de la pauvreté. On voit ici que le taux d'assistance va faire un bond à partir de 2009 et que parmi les catégories d'allocataires, les foyers autres ont très fortement augmenté puisqu'on passe d'environ 10% au milieu des années 2000 à plus de 18% en 2012. Mais dès la fin 2012, ce qui correspond également au retour de Shinzo Abe au pouvoir, la stigmatisation des allocataires va reprendre du terrain. On voit d'un mauvais œil leur augmentation, on questionne la légitimité de l'assistance envers certains publics, notamment les jeunes et les mères célibataires. On souligne beaucoup dans la presse le nombre de fraudes à la protection vitale, alors que cela représente une part insignifiante du budget. Et on critique également le montant des allocations qu'on juge trop élevé comparé aux revenus des travailleurs pauvres. C'est du moins le discours politique, alors que le problème des travailleurs pauvres, c'est le problème de la faiblesse de leurs revenus, hein, et non le problème du montant des allocations de la protection vitale. Shinzo Abe va faire de la protection vitale sa principale cible des restrictions budgétaires, dans les fameuses Abenomics. Et il va trouver dans cette atmosphère de dénigrement et de suspicion de la pauvreté et de l'assistance un terrain idéal pour mettre en place ces réformes de la protection vitale. En 2013, donc, il fait baisser le montant des allocations et il renforce les enquêtes
sur la capacité financière des proches susceptibles d'aider les usagers et les allocataires de la protection vitale. Il faut savoir que, on le sait, ces enquêtes menées auprès de la famille des demandeurs de la protection vitale sont un des freins majeurs pour la poursuite de la demande de l'assistance. En 2018, donc, deuxième réforme qui est mise en place pour de nouveau baisser le montant des allocations afin, donc suivant le discours de Shinzo Abe, aligner le niveau de vie des allocataires avec celui des foyers à bas revenus. Et également, il fait baisser de 20% le supplément pour les mères célibataires. Comme vous le voyez également sur ce tableau, la proportion des mères célibataires parmi les allocataires va continuer de baisser et elle atteint un niveau historique en 2016, qui sont les dernières données dont on dispose, donc un niveau donc, autour de 6%. Et ce, alors que les familles monoparentales sont les foyers les plus touchés par la pauvreté. En 2015, plus de la moitié, soit 50,8% de ces foyers sont considérés comme pauvres et selon la dernière enquête sur les familles monoparentales de 2016, 11,2% seulement des foyers de mères célibataires touchent la protection vitale. Alors comment peut-on expliquer que les foyers les plus touchés par la pauvreté sont de loin les moins soutenus par le système de protection vitale ? C'est une question d'autant plus étonnante et importante que depuis justement 2012-2013, la question de la pauvreté infantile retient toute l'attention des médias, et ce au détriment des autres formes de pauvreté. Un enfant est considéré comme pauvre uniquement s'il vit dans un foyer pauvre. C'est une sous-catégorie de la pauvreté en réalité. Car la pauvreté infantile, elle relève directement de la pauvreté du ou des adultes du foyer. D'ailleurs, on peut imaginer toutes sortes de mesures uniquement auprès des enfants pauvres. Aucune d'elles ne serait en capacité de les sortir de leurs conditions, puisqu'ils vivent et ils continueront à vivre dans un foyer pauvre. Donc au Japon, cette focalisation sur la pauvreté infantile, elle tend à en faire une question à part, un peu comme un phénomène en soi qui serait indépendant de la pauvreté des adultes. Donc qu'est-ce qui explique cette reconnaissance unanime de la pauvreté infantile et l'oubli des autres formes de pauvreté qui sont pourtant dominantes dans la société japonaise? La pauvreté des enfants est perçue comme quelque chose d'inacceptable. Elle renvoie à un sentiment d'injustice parce qu'on les considère comme innocents, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les considérer responsables de leur situation, et comme impuissants, dans le sens où ils ne peuvent pas s'extraire d'eux-mêmes de leur situation. Donc c'est la raison pour laquelle on questionne rarement les causes de la pauvreté infantile et que les mesures pour y remédier sont unanimement considérées comme légitimes. Par contre, au Japon, la pauvreté des adultes dérange. Ils ne sont plus aussi innocents, plus aussi impuissants, et la question de la responsabilité individuelle reprend le dessus. Donc ces mêmes enfants, une fois majeurs, ils passent un petit peu du côté obscur de la pauvreté, c'est-à-dire une pauvreté qui n'a plus rien d'évident, dont on va questionner les causes et la légitimité de sa prise en charge. C'est donc pourquoi traiter de la pauvreté des enfants crée bien plus de consensus dans la population. Mais cette focalisation sur la pauvreté infantile tend à cacher celle qui affecte l'ensemble de la population. En France, on entend très peu parler de pauvreté infantile. On va davantage
traité de questions de féminisation de la pauvreté, voire de monoparentalisation de la pauvreté. Mais récemment, Macron a mis en avant la pauvreté des enfants, qui est devenu un des axes importants de son plan anti-pauvreté. C'est ce que dénonce l'Observatoire des inégalités, qui est donc une association fondée en 2003 qui fait référence en France. Je cite ce qu'elle dit à ce sujet. L'expression « enfant pauvre » n'a guère de sens. Elle cache la pauvreté des parents. De façon étonnante, l'émotion suscitée par la pauvreté des enfants ne va pas jusqu'à celle de leurs parents qui en est pourtant à l'origine. Autant les enfants pauvres sont médiatiques, autant leurs parents ne le sont pas. Donc, au Japon, la pauvreté est devenue une question sociale. Aujourd'hui, personne ne peut nier l'existence de pauvreté au Japon, mais alors pourquoi seules certaines formes d'entre elles sont acceptées? Il semble que ce soit la question de la responsabilité individuelle qui se retrouve au cœur de cette reconnaissance. Quand les individus sont perçus comme des victimes de leur situation, leur pauvreté est acceptée et reconnue comme telle. C'est le cas des enfants ou des personnes dans l'incapacité de travailler. Élément qui donc fait émerger un sentiment de pitié, voire de compassion. Mais dès que la pauvreté peut mettre en question la responsabilité des individus, c'est-à-dire tous les cas où cette position de victime n'est pas immédiatement perçue comme irréfutable, il émerge au contraire un doute sur cet état de pauvreté. Est-il acceptable? Doit-il être pris en charge par la collectivité? Ces représentations ne sont pas figées. Et on le voit par exemple dans le cas des travailleurs pauvres qui sont passés de victimes, de cette position de victime irréfutable en 2009 à celle de responsable, de potentiellement responsable. En 2009 étant donc l'année où la crise mondiale frappe le Japon, où la société japonaise prend conscience de l'existence de pauvreté, où ce sentiment d'insécurité sociale s'installe. Mais aujourd'hui, ce choc de la découverte de la pauvreté étant passé, il a été digéré. On ne sait pas trop ce qui reste depuis cette digestion. La précarisation du travail a pourtant encore augmenté depuis 2009. Aujourd'hui, près de 40% de la population salariée a un emploi non régulier, précaire, et la situation de ces travailleurs n'a pas été améliorée. Ils échappent toujours aux protections auxquelles ont droit les travailleurs réguliers. Il y a toujours un écart important entre leur salaire horaire et celui des employés réguliers, toujours aucune compensation pour le caractère précaire de leur emploi, comme avec la prime de précarité qu'on a en France. Et quand on repense à l'accent qui est mis aujourd'hui sur la pauvreté des enfants, on peut se demander quel avenir le Japon compte-t-il promettre à ses enfants pauvres si aucune mesure ne sont prises pour améliorer le marché du travail ni la condition de ses employés non réguliers. Toujours est-il donc qu'on assiste au retour d'une logique pour minimiser ou rendre invisible la pauvreté dans la population, donc aujourd'hui en se focalisant sur une forme spécifique de celle-ci. Malgré la redécouverte de la pauvreté et principalement ce boom de la pauvreté, on constate que la notion même de pauvreté demeure assez ambiguë. Pour beaucoup de Japonais, cette pauvreté, enfin le terme Kinkonn, pauvreté, ne se rapporte qu'à des situations extrêmes, notamment donc celles vécues juste après la guerre. C'est sans doute parce que le terme a été employé pendant plusieurs décennies pour n'évoquer que la période historique, les événements du passé, et que le retour de cette notion dans le Japon d'aujourd'hui a généré une incompréhension, puisqu'il semblerait que les particularités de la pauvreté dans les pays riches n'ont pas été suffisamment explicitées.
Alors, je voudrais ici faire un parallèle avec la redécouverte de la pauvreté en France qui a eu lieu au début des années 70, à la fin des 30 Glorieuses, où Michel Messu, qui est donc sociologue, dit que la difficulté au départ, au moment de cette redécouverte, était de conceptualiser l'existence de ceux que l'on vient de désigner comme pauvres au sein d'une société française qui se perçoit comme une société d'opulence. Il s'agissait donc d'abord de cerner cette figure de la nouvelle pauvreté. Et à ce titre, 2 ouvrages ont donné forme à cette réflexion, celui de Lionel Stoléru, en 1973, Vaincre la pauvreté dans les pays riches, et celui de René Lenoir, Les Exclus, de 1974. Alors après la parution de ces 2 ouvrages, le thème de la pauvreté va être alimenté par une très grande variété de publications et également par de nombreux débats, avec d'un côté un accent qui est mis justement sur les particularités de la pauvreté dans les pays riches, donc cette pauvreté relative, et de l'autre, où on va s'interroger sur la place de ces pauvres dans la société française. Avec donc la crise de l'emploi et l'augmentation importante du chômage, il y a là un nouveau socle d'analyse, et on va distinguer ceux dont l'emploi offre toutes sortes de garanties et les populations qui sont très souvent en dehors de l'emploi et qui échappent à ces protections. Et donc, la pauvreté est dès lors pensée en termes d'exclusion sociale, ce qui amenait à réfléchir à la cohésion de notre société et aux moyens pour favoriser l'insertion sociale. Et c'est justement cette notion d'insertion qui va être fédérative avec le vote unanime de la loi relative au RMI en décembre 88. Cette question de l'insertion, elle s'est ensuite développée autour du lien social et de l'importance du lien politique, où on va insister sur le fait que le pauvre est d'abord un citoyen. Et d'où l'idée d'un contrat social qui va être conclu entre la collectivité et l'individu, puisque le RMI associe une aide financière à une démarche d'insertion. Le système français est loin d'être parfait, il n'a d'ailleurs pas résolu le problème de la pauvreté, mais il y a 2 éléments qui me semblent importants à retenir. Et le premier, c'est justement la façon dont la question a été appréhendée, dont on s'est questionné sur la pauvreté dès son apparition. Cette réflexion a apparemment pas encore été suffisamment alimentée et diffusée au Japon, puisque la notion même de pauvreté reste ambiguë pour de nombreuses personnes. En 2015, un reportage télévisé sur une lycéenne qui a renoncé à poursuivre ses études pour des raisons économiques va justement témoigner de cette difficulté à comprendre ce que recouvre la notion de pauvreté. Parce que beaucoup d'internautes considérant que la pauvreté ne pouvait être associée qu'à des situations extrêmes, se sont montrés indignés du fait que cette jeune femme puisse être qualifiée de pauvre alors qu'elle avait un téléphone portable, qu'on voyait dans sa chambre des peluches, des figurines, etc. En réaction, environ 5000 personnes se sont rassemblées à Tokyo pour protester contre ce lynchage de la pauvreté, Hinkon bashing. Mais ce que tout cela a révélé, c'est qu'il y a vraiment l'absence d'un accord commun sur la définition de la pauvreté. Alors vous voyez ici une comparaison de l'évolution du taux de pauvreté relative en France et au Japon, où j'ai utilisé pour la France la même règle de calcul, c'est-à-dire le seuil de pauvreté qui est donc calculé à 50% du revenu médian, qui est un seuil qu'on utilise très peu en France. Donc ces chiffres sont pas, il faut vraiment les chercher pour les trouver, ils se trouvent, hein, mais
on utilise en France plutôt le seuil à 60%. Bon, peu importe, là, en mettant ces deux chiffres comparables, on voit que le taux de pauvreté en France est bien inférieur à celui du Japon et qu'il y aurait donc quasiment 2 fois plus de pauvreté au Japon qu'en France. Mais, et c'est donc le deuxième élément important du système français, c'est que ce taux de pauvreté en France, il reflète l'étendue et l'efficacité du système de protection sociale. Alors, je vais passer rapidement sur cette question, mais nous avons donc 9 minima sociaux en France qui couvrent 7 millions de personnes, soit 11% de la population. Minima sociaux, donc dont le principe est de garantir un niveau minimum de revenus. Et à ces minima sociaux s'ajoutent toutes les aides au logement qui couvrent donc 13,6 millions de personnes, soit 20% de la population. Et l'impact donc de ce système de protection sociale sur la pauvreté est conséquent. Vous voyez ici un graphique qui n'est pas de moi, où j'ai simplement entouré la situation en France et la situation au Japon, qui montre l'effet des politiques de redistribution sur le taux de pauvreté. C'est-à-dire que on voit ici le niveau de pauvreté avant et après les impôts et les prestations sociales. Donc la partie foncée de ce graphique montre le taux de pauvreté avant redistribution. Donc le taux de pauvreté qu'il y aurait s'il n'y avait ni impôts, transferts, prestations sociales. Donc en France, on voit que ça réduit la pauvreté d'environ 3/4. Aujourd'hui, le modèle social français évite la pauvreté à 5 millions de personnes. Et ce serait même davantage si on utilisait un seuil de pauvreté comme au Japon à 50%. Et ce qu'on voit également, c'est qu'il y a en effet beaucoup de pauvreté en France également, hein, et même à la base plus qu'au Japon, sauf que notre système nous permet d'être plus performants en fin de course, si je puis dire, et d'éviter la situation de pauvreté à beaucoup de personnes. Alors évidemment, résoudre la pauvreté uniquement par l'aide sociale, ce n'est pas une solution. L'idéal serait que chacun ait les moyens de vivre de ses propres ressources, puisqu'il y a aussi la question de l'estime de soi, hein, de la dignité qui est en jeu, mais il n'en demeure pas moins que les aides sociales ont un rôle indispensable, surtout quand le marché de l'emploi est particulièrement fragile ou génère des exclusions. Au Japon, donc, on le voit, hein, le système de protection sociale n'est pas très efficace, mais c'est peut-être ce qui a favorisé l'émergence d'initiatives inédites. C'est notamment le cas avec le mouvement des cantines pour enfants, les Kodomo Shokudo. Ces cantines de quartier qui sont ouvertes spontanément par des bénévoles et qui proposent des repas soit gratuits, mais quand même le plus souvent à très faible coût. La première cantine, Dandan, a ouvert donc en 2012 et en juin 2019, on en compte 7000 quand même, 3718 sur l'ensemble du territoire. Ce qui fait la force de ces cantines, c'est qu'elles n'œuvrent pas finalement dans le but de soulager la pauvreté infantile. On y retrouve aussi des familles, des personnes seules, des personnes âgées. Ce sont donc devenus des lieux chaleureux de rencontres, d'échanges pour tous les habitants du quartier. Donc ces Kodomo Shokudo favorisent aussi la construction ou reconstruction du lien social au niveau local. Donc cet élan de mobilisation, il montre l'inventivité des Japonais et leur capacité à trouver d'eux-mêmes de nouvelles réponses pour reconstruire du lien et pour lutter contre l'isolement. C'est particulièrement problématique, hein, puisque c'est
ces absences de protection rattachées à l'emploi non régulier ont et auront d'autant plus des conséquences extrêmement graves. Donc, j'avoue que moi-même, je ne me l'explique pas, cette absence de protection sociale à ce niveau, surtout comme je le faisais remarquer dans cette présentation, que finalement, c'est quand même en partie, une partie de l'avenir qu'on réserve aux enfants pauvres sur lesquels on met cette focalisation aujourd'hui. Déjà peut-être rappeler que c'est pas à cause du travail non régulier qu'il y a une telle différence de pauvreté sur les taux de pauvreté en France et au Japon, mais c'est bien la question du système social, de protection sociale qui est différent. Et en France, évidemment, on a également du hisei kikoyo, du travail non régulier, mais comme vous le voyez ici, j'avais prévu cette question. On en a quand même, c'est en moins grande proportion chez nous, puisqu'on a actuellement donc 25%, un peu plus de 25% de la population salariée qui est donc sur d'autres types de contrats que les CDI, contre près de 38% au Japon. On peut voir également dans ce tableau qu'il y a davantage de femmes en CDI que d'hommes. Oui, c'était ça. Moi-même, en relevant ces chiffres, j'étais surprise de voir qu'en France, même si ce n'est pas lié à votre question, il y avait davantage de femmes en CDI que d'hommes en CDI, contrairement au Japon où la situation des femmes est à ce niveau-là problématique. Mais c'est sûr que cette différence de salaire entre le travail régulier, le CDI et le reste pose un vrai problème dans les deux pays. Oui, je suis tout à fait pas si surprise, même si je n'avais pas fait ce lien-là en particulier avec votre réflexion, sachant que la pauvreté est toujours passée d'une figure représentative à l'autre, d'une figure particulièrement stigmatisée ou particulièrement mise en avant pour son caractère d'injustice, etc., comme on le voit avec la pauvreté des enfants, où à chaque fois une forme de pauvreté va être mise en avant pour, quelque part, minimiser, rendre moins visibles, en tout cas, les autres